Bon, je m'appelle Maristela Svampa, je suis argentine, je travaille depuis quelques années sur les mouvements sociaux et la sociologie politique, pas seulement sur l'Argentine, mais aussi sur quelques pays de l'Amérique latine. Donc j'essaie d'analyser les inflexions les inflexions politiques par rapport aux mouvements sociaux dans les dernières décennies. Et je prends en considération surtout qu'en l'année 2000, quand même, il y a eu une inflexion politique très forte. Pendant les années 90, il y a eu pas mal de mouvements contre le néolibéralisme. D'abord, il faut se rappeler, les premiers mouvements contre le néolibéralisme en Amérique, ça a été le zapatisme. La révolte zapatiste qui a eu une répercussion pas seulement continentale, mais aussi globale. Je pense même que c'était le premier mouvement contre la globalisation néolibérale. Ensuite, il y a eu pas mal de soulèvements indigènes en Amérique latine, comme celui de la Conaille pendant les années 90 en Équateur. Aussi, en remettant en question les politiques d'ajustement néolibéraux. Mais de toute façon, il faut dire que c'est l'année 2000, c'est l'inflexion avec ce qu'on appelle la guerre de l'eau. La guerre de l'eau à Cochabamba, en Bolivie, ça a ouvert un nouvel scénario, on peut dire, parce qu'en plus, ça a été une bataille gagnée, ça a été une victoire. C'est-à-dire, les gens ont coordonné des différentes actions et des différentes organisations. Ça a été une coordination même horizontale entre des différentes organisations. Et ils ont réussi à chasser une multinationale de l'eau, une multinationale française. Et ça a été un point d'inflexion en Amérique latine parce que ça ouvre quand même une période plutôt offensive de lutte contre le néolibéralisme. 2001, ça a été l'année argentine, on peut dire. C'est-à-dire c'était en Argentine où il y a eu pas mal de mobilisations qui ont fini pour tomber les gouvernements et contre les politiques néolibérales. Et aussi, 2 ans plus tard, ça a été le cas pour l'Équateur. Donc, il y a eu des forts mouvements sociaux. Et ça, c'est important de les souligner parce que quand même, à partir de l'année 2000, on assiste à un changement en Amérique latine, c'est-à-dire à l'ouverture d'un nouveau scénario politique et à partir duquel on pouvait penser autrement les rapports entre les politiques, la société et l'économie. Et il y a eu l'émergence de différents gouvernements, on dit progressistes, progressifs, de gauche, centre-gauche. Mais il faut se rappeler donc que les changements n'est pas venu des partis politiques ou de la politique institutionnelle, il est venu justement de l'action des mouvements sociaux, indigènes, territoriaux, urbains, culturels même, contre le néolibéralisme dans ces pays-là. La Bolivie, l'Équateur, l'Argentine. On peut dire que dans la décennie qui suit, on va assister à l'émergence, à l'expansion de nombreux mouvements sociaux, et surtout autour de la question de la défense de la terre et les territoires. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quand même, il y a eu une expansion liée à l'émergence de conflits socio-environnementaux et liée justement à la multiplication des projets extractifs. Par exemple, l'exploitation contre la minerie à ciel ouvert, à grande échelle, et l'exploitation et l'expansion des frontières du pétrole, et l'expansion d'agrobusiness, les méga-dames ou les méga-barrages, et toute l'infrastructure au service de l'exportation des matières premières. Donc, dans les derniers 10 ans, on assistait quand même à l'explosion des conflits socio-environnementaux et lié à cela à l'émergence de
nombreux mouvements socio-environnementaux. Mais il faut dire aussi que quand même cette mouvance, c'est vraiment complexe au sens qu'il y a pas mal d'organisations et d'articulations de mouvements différents. Et il y a évidemment les organisations paysannes, indiennes ou indigènes, pensons encore à la CONAIE en Équateur, SIDOB, CONAMAC en Bolivie, mais aussi il y a eu l'émergence de nouvelles organisations liées liées à la lutte, excusez-moi, liées à la lutte contre l'extractivisme, ce qu'on appellerait après, ce qu'on va appeler après l'extractivisme. Je pense par exemple à la CONACAMI au Pérou, que c'est une coordination de gens affectés pour l'exploitation minière à grande échelle, dans un pays avec une tradition, une forte tradition, disons, minière. Non? La CONACAMI, elle est née dans les années 90, mais c'est étendue dans les années 2000 et plus avant. Et donc, on a de nouvelles organisations, et il y a aussi des petites et moyennes assemblées, des organisations avec un format d'assemblée dans plusieurs pays, par exemple l'Argentine. Dans des petites et moyennes villes, on va trouver des petites assemblées contre l'exploitation minière à ciel ouvert, et plus tard contre le fracking, contre l'expansion du soya, contre les méga-barrages, par exemple. Il y a aussi beaucoup de collectifs culturels. Hein? Ça, c'est une chose tout à fait liée aussi on peut dire, à la globalisation, au mouvement contre la globalisation néolibérale, l'expansion des collectifs culturels. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais justement, ils vont s'ancrer, ils vont se relier à ces mouvements sociaux. Et beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de jeunes, par exemple liés à la communication alternative, ou bien à l'art politique, ou bien à la pédagogie ou l'éducation populaire. Et il y a aussi des petites ONG qui sont partout, hein, surtout dans les pays, je pense, pays comme l'Équateur, la Bolivie, le Pérou. Il y a pas mal de ONG qui ont une logique de mouvement social, c'est-à-dire qu'ils exercent pas seulement une action institutionnelle, mais aussi une action dite non institutionnelle, l'action directe, liée avec les mouvements sociaux. Et enfin, il y a aussi dans cette, disons, ces organisations, ces grandes organisations, ces réseaux d'organisations plutôt, il y a aussi des experts, des universitaires. Pourquoi ça? Parce que quand même, pour lutter contre les diverses formes d'extractivisme, il faut développer un savoir expert qui remet en question justement les discours dominants, les discours des entreprises et aussi les discours des gouvernements. Donc ce n'est pas un hasard qu'il y a un développement très fort d'un savoir contre-expert, on peut dire, ou indépendante, qui s'articule avec les savoirs locaux. Donc on a une nouvelle cartographie des luttes en Amérique latine, ça il faut le dire. Et on a une nouvelle cartographie des luttes liée à ce que un chercheur mexicain, Enrique Leff, qui est l'un des fondateurs de la pensée environnementale en Amérique latine, a appelé les processus d'environnementalisation des luttes, joliment, pour désigner justement ce processus complexe d'articulation des luttes différentes autour de l'environnement. Et moi j'appelle ça plutôt les tournants éco-territoriales. Pourquoi j'appelle les tournants éco-territoriales? Parce que quand même il y a des divers discours qui se sont articulés. Évidemment, ce n'est pas une articulation linéaire, c'est toujours complexe, mais on a d'abord un discours qui a une maîtrise plutôt indigène ou indianiste,
qui relève surtout de la cosmogonie, la cosmovision indigène, qui quand même a une vision autre du rapport entre l'homme et la nature, et qui est révalorisée justement à ce moment-là, dans ces moments de lutte. Et ensuite, il y a le discours écologiste aussi. Le discours écologiste qui est pris par des ONG, des experts, des nouvelles assemblées urbaines. Et donc, vous trouvez que ces deux discours sont articulés autour de la défense du territoire. Donc, c'est le territoire qui devient le lieu des disputes et le langage de valorisation que les gens vont élaborer autour du territoire contre les discours dominants. Les discours dominants, étant donné qu'il y a un langage plutôt axé sur l'idée du territoire efficient, du territoire productif, même d'un territoire qui est conçu et qui est seulement valorisé par ce qui compte pour le capital. Donc, un territoire qu'on peut vider même de ce qu'on n'est pas valorisé par le capital. Donc, des territoires socialement vidables. Non? Et ça, c'est une idée très forte parce que quand même, les gens comprennent que quand arrive un projet méga extractif, comme par exemple l'exploitation minière à grande échelle, je parle de méga projets. Les méga projets, ils font une occupation intensive du territoire. Et donc, il y a la tendance à réorienter les économies, à déplacer les économies locales et les restructurer en fonction de cette nouvelle activité qui pour la plupart, consolide un enclave d'exportation, comme c'est le cas de la minerie, de l'exploitation minière à grande échelle pour l'exportation. Donc, les gens perçoivent justement que le territoire est en danger et ils développent un langage autre que les langages productivistes, que les langages efficientistes, que les langages qui voient le territoire comme sacrifice, qui déploie une vision sacrificielle du territoire, et développent un langage justement autre qui veut protéger le territoire, qui voit le territoire effectivement comme le lieu de production et reproduction de la vie, qui voit le territoire comme un bien commun, qu'on partage tout et qu'on doit justement protéger, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui viennent. Et ensuite, un territoire qui concerne surtout les populations qui habitent là-dedans, et que pour cela exige justement la démocratisation des décisions. Donc, on a une idée que quand on discute des territoires et les modes d'occupation du territoire, les formes d'occupation du territoire, on ne discute pas seulement sur les modèles du développement, on discute aussi sur les modèles de démocratie. Donc, ce n'est pas un hasard si l'idée même autre des territoires est liée aussi à l'idée de démocratie participative ou de démocratisation des décisions. Donc, c'est ça que j'appelle le tournant éco-territorial, c'est-à-dire cette articulation entre une matrice plutôt indigène et une matrice plutôt écologiste autour du territoire, qui convergent. La convergence, ça se donne autour du territoire, ce qui fait aussi que les gens des populations urbaines qui parfois n'ont pas un rapport avec des populations indigènes, et je pense par exemple en Argentine, que c'est un pays ou le Chili, que ce sont des pays où il n'y a pas une forte présence des indigènes et qui sont plutôt marginalisés, on commence à avoir une compréhension aussi de ces langages axés sur une autre cosmovision. Et c'est différent dans le cas d'Équateur ou dans le cas de la Bolivie, parce que quand même, vous trouvez que là, c'est la majorité de la population, et donc les langages indigènes, ça devient presque naturel quand on doit défendre les territoires. C'est la première chose qu'on pense. Et je dis ça quand même pour mettre un peu de nuances. Ce n'est pas la même chose l'Équateur, la Bolivie, que l'Argentine, le Chili ou même l'Uruguay. Donc les connexions
entre les langages plutôt, les discours écologistes et la matrice plutôt indigène devient plus difficile au sud. Hein. Donc, je vois par exemple, je peux vous donner un exemple. Et en Argentine, les premiers mouvements contre l'exploitation minière à grande échelle, ça a été au sud, en Patagonie, et c'était dans une petite population qui s'appelle Esquel. Et à Esquel, il se trouve que la population dans la ville, elle est majoritairement classe moyenne, blanche, bon, qui a choisi de vivre en contact avec la nature, plus ou moins, avec un beau paysage. Et les indigènes, surtout les Mapuches, sont marginalisés. Donc la lutte, la résistance contre la possibilité de faire de l'exploitation minière à grande échelle, en 2002-2003, Esquel a été justement la première ville en Argentine qui a refusé, qui s'est mobilisée fortement et ce qui a déclenché dans un référendum qui a dit non à l'exploitation minière. Et c'est le moment où se sont articulés ces deux langages. C'est-à-dire, les indigènes qui étaient marginalisés ont pris un rôle très important dans les mobilisations et la classe moyenne mobilisée avec un langage plutôt écologiste aussi. Et donc, on a vu justement cette articulation dans une seule mobilisation et dans la défense surtout du territoire. Et on peut le voir aussi au Pérou. Au Pérou, par exemple, il y a quand même pas mal de... Je disais qu'il y a une tradition de minerie à grande échelle. Et donc, ça a été plus difficile de mettre en question ce type de minerie à grande échelle, la différencier avec l'ancienne minerie. Donc, il y a eu une évolution, un déplacement d'un langage plutôt efficientiste qui voulait avoir des bénéfices économiques à un langage plutôt écologiste et qui a récupéré aussi les thèmes indigènes. Et parfois même parce qu'ils étaient en contact avec la Bolivie, et la Bolivie restait quand même un pays phare, non? C'était un modèle d'organisation, d'articulation politique, etc. Donc, de toute façon, on a vu au Pérou cette évolution à un langage éco-territorial où, dans un pays où justement c'est les paysans, ou pas tout à fait l'indigène, mais les paysans qui est au centre de la représentation de la subalternité. Il y a une autre question aussi qui est importante de souligner dans toutes ces luttes, et c'est le rôle des femmes. Et pourquoi ça? Parce que dans les dernières décennies, dans les luttes populaires, ce sont les femmes qui ont été à la tête des mouvements de résistance, et des mouvements de survivance même, et pas seulement en Amérique latine, mais dans les pays dits du Sud, non, en Afrique, en Asie, et ont justement un rôle protagonique. Et ce qui ne se traduit pas du tout le temps dans des leaderships. Je me rappelle, j'ai étudié dans les années 90 en Argentine, pardon, c'est pas les 90, à la fin des 90 et première année de cette millénium, j'ai étudié les mouvements des chômeurs en Argentine qui étaient très importantes, et dans les mouvements des chômeurs, les femmes étaient vraiment très, très importantes. Mais les femmes n'étaient pas les leaders. Elles étaient les cadres intermédiaires. Mais jamais ils étaient à la tête des mouvements. Bon. En tout cas, il faut dire qu'il y a eu une évolution aussi. Et quand vous voyez les mouvements paysans, indigènes, et les mouvements socio-environnementaux, les ONG, les petites ONG, il y a incroyablement nombreuses femmes qui sont là, et qui justement ont un rôle central dans la défense du territoire. Il y a même en Amérique latine on peut dire l'émergence d'un discours écoféministe. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire deux choses. D'abord que
on peut tracer un parallèle entre la nature et la femme. Mais pas un parallèle essentialiste. Surtout voir que quand même la nature est un instrument dominé par l'homme. Dans la vision instrumentale, elle est dominée par l'homme. Et la femme aussi, elle est dominée par l'homme. C'est-à-dire, c'est dans la même matrice de la modernité qu'on peut voir que l'homme ne domine pas seulement la nature, domine aussi la femme. Donc c'est la même lignée, on peut dire, la même matrice de la modernité qui, en plus, voit, par exemple, la nature comme quelque chose d'externel, quelque chose qui est dehors, hein, dans une ontologie dualiste. Tandis que la femme, plutôt qu'une ontologie dualiste qui sépare de manière nette l'homme et la nature, essaye surtout de souligner la question de l'écodépendance, c'est-à-dire le rapport étroit qu'il y a entre l'être humain et la nature. Et on ne peut pas concevoir l'être humain comme quelqu'un d'autonome. Il est dans un écosystème. Et il y a, en deuxième lieu, au-delà de cette idée d'écodépendance et ce parallélisme entre l'exploitation de la femme et l'exploitation de la nature, qui en plus est une exploitation non reconnue, non, il y a aussi, disons, une autre chose, c'est que la femme, et surtout dans le rapport de solidarité, il déploie une éthique des soins. C'est-à-dire, ce qui est une valeur essentielle dans la gestion des femmes, c'est surtout les soins des autres, les soins qu'elles mettent dans la croissance des enfants, dans la reproduction, etc. Et donc, on peut penser que cette éthique des soins, basée dans l'idée de solidarité et réciprocité, peut être une valeur essentielle pour comprendre de notre façon le rapport avec la nature. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand même, l'écoféminisme, c'est une versante tout à fait nouvelle dans les dernières décennies, et justement pose la convergence entre écologie et féminisme pour voir s'il est possible que la femme, s'il y a des valeurs que la femme peut apporter en tant que valeur émancipateur. Il faut dire aussi que cette valeur dont est porteuse la femme, ce n'est pas une question essentialiste, c'est une question justement qui est due à la division du travail entre l'homme et la femme. C'est une question historique, culturelle, construite. Non? Mais que quand même, ça peut servir justement pour avoir une autre compréhension, un autre rapport avec la nature. Donc, vous allez voir qu'en Amérique latine, quand même, les femmes pensent à cela, c'est-à-dire à cette valeur, l'idée de l'éthique des soins, quand ils pensent à la nature. Quand on parle de lutte socio-environnementale et ce que j'appelle les tournants éco-territoriales, on peut dire que quand même, il y a un langage commun en Amérique latine. Et j'appelle ça une nouvelle grammaire politique parce que quand même, il y a un cadre commun pour comprendre les événements, pour comprendre les conflits. Il y a certains topics qui traversent la lutte et que vous allez trouver dans les langages des protagonistes, des acteurs, des sujets. Par exemple, il y a tout un langage autour des biens communs. Non? Et il y a tous les langages sur la territorialité, comme je vous ai dit. Donc, ces mots est très marquant. Vous allez trouver dans tous les mouvements sociaux qu'ils parlent de la territorialité comme quelque chose de central. Et il y a aussi dans quelques mouvements, pas dans tous, l'idée de buen vivir, sous ma campagne, sous ma causa, c'est-à-dire en quechua ou aymara, c'est-à-dire dans le langage de quelques groupes de quelques peuples indigènes, et que c'est quand même l'un des utopies mobilisatrices des mouvements socio-environnementaux aujourd'hui en Amérique latine, qui est un concept en construction et en débat, en dispute, parce que quand même il y a aussi
des différentes interprétations. Non? Et je dis toujours que le concept de bon vivre, de bon vivre, c'est une surface où on écrit plusieurs interprétations liées à l'émancipation. Mais quand même, vous allez trouver une idée différente si c'est le gouvernement de l'Équateur qui le prend en charge, lié à un programme de gouvernement, que si vous le trouvez dans les mouvements sociaux, où elle est liée surtout à un modèle autre de développement, c'est-à-dire différent à l'extractivisme. Et par là aussi, il y a évidemment il y a la présence de l'idée des droits de la nature, qui est entrée à la constitution de l'Équateur, les droits de la Pachamama, et pour d'autres, qui c'est lié aussi à une vision biocentrique, et enfin, c'est comme j'ai parlé, lié plutôt à une vision écoféministe, l'éthique des soins.